compliqué parce que moi, je regarde souvent le calendrier, puis vous demanderez aux hommes ici, c'est la même chose. Je dis, regarde, calendrier, ça ment pas. Même si aujourd'hui, il dit, hey, il fait froid, on retarde, c'est encore l'hiver. Non, non. Le décompte est toujours là. C'est-à-dire, on est en janvier, dans 5 semaines, on est au début du printemps ou peu importe, il faut être prêt. Donc, moi, en tout cas, j'ai toujours ça en tête. Même la température, la météo, c'est quelque chose qu'on peut vérifier des fois 3 ou 4 fois par jour. Parce que ça aide à faire l'organisation du temps. On commence la taille, on a commencé cette année, tout début janvier. Tout début janvier, la taille, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas. On a jusqu'à la fin des mers, exemple, pour faire la taille. Puis, les journées qu'on y va pas, on sait qu'on prend du retard. Mon nom, c'est Yvan Duchesne. Je suis pomiculteur ici au Mont-Saint-Grégoire, dans la montagne, depuis 1986. Puis j'ai pris la relève là, de M. Gagnère et mon père qui était ici avant, et mon grand-père qui est arrivé ici dans les années 20. Ce que je sais, c'est que quand mon grand-père s'est amené ici dans les années 1920, avec M. Desmarais comme associé, il y avait déjà un verger dont la superficie était moins grande que ce que c'est maintenant, mais il y avait déjà un verger, il y avait une cabane à miel où il se faisait du miel, où on avait des abeilles puis tout ça. Mais c'est un verger, en toute probabilité, qui est plus que centenaire ici. C'est des gens de la région, là, ils étaient juste ici. Mes parents sont natifs de Saint-Angèle. Il y avait mon père et mon oncle là, qui avaient... l'érablière paternelle, c'était l'érablière le Beau-Site, qui était à mon grand-père, qui restait à Saint-Angèle, Saint-Grégoire, c'est juste à côté. Fait qu'il venait entailler. Au début, il y avait peut-être... sur nos terrains, il y avait peut-être de 15 à 20 petites érablières, parce que les gens, il y avait juste un arpent mis de bois. Chacun avait sa petite cabane à sucre. Puis après ça, un achetait l'autre, un achetait l'autre. C'est comme les terres agricoles, c'est la même chose de nos jours. Là, avec 100 arpents, tout le monde avait 100 arpents avant. Les mondes ont 2000 arpents. La ferme, elle a 220 hectares. On est tous propriétaires à 100%. Puis on a le côté laitier. 80 vaches à lactation avec la relève. Ça fait que ça donne un troupeau d'à peu près 155 têtes à peu près. Là. C'est pas mal gros. Ça dépend à qui qu'on se compare. Il y a toujours des plus gros et toujours des plus petits. C'est la ferme de tes parents que tu as repris? Les parents ils ont acheté en 1959, qu'ils l'ont développé au cours des années. On a été incorporé en 1977. C'est devenu une compagnie. Ma mère qui s'occupe du côté de la paperasse. Là. Moi, je prévois la prochaine saison, les cultures, l'achat des semences, qu'est-ce qu'on va préparer, qu'est-ce qui va être semé au cours de la prochaine année. Là. Ça, je m'occupe de ça. Point de vue, toute la comptabilité, tout le reste, ça, c'est toute ma mère ma soeur qui s'occupe de ça. OK. Mon frère s'occupe de d'autres choses aussi. Là. Quand même, on a quand même à peu près chacun nos tâches. Là.
m'appelle Renée Gagnon. Je suis la directrice générale du Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu, mieux connu sous le nom de CIM Haut-Richelieu. La CIM, ça a été créé en 1981, donc c'est un organisme qui a quand même une bonne longévité en termes d'organisme en environnement et conservation. Au départ, c'était un comité qui avait été créé par le mouvement écologique du Haut-Richelieu. Dans le fond, dans le but là, de protéger, mettre en valeur le Mont-Saint-Grégoire parce qu'il y avait un accès qui était plus ou moins encadré. Donc, pour limiter les impacts là, de la fréquentation, il y a un groupe de jeunes écologistes à l'époque qui sont intéressés au dossier. Puis par la suite, l'organisme est incorporé en tant qu'organisme indépendant en 1986. Bien, à l'origine, en 2001, je suis venu dans la région avec mon père pour essayer de reprendre un peu l'historique. Ma famille vient de Saint-Mathias à l'origine. Et à ce moment-là, je me suis intéressé à faire des recherches sur ma famille. En faisant des recherches sur ma famille, j'ai fait une découverte que Sir John Johnson était propriétaire de la seigneurie où habitaient mes ancêtres. Alors, c'était le seigneur. Mes ancêtres lui payaient ses cens et rentes. Alors, tout de suite, je me suis intéressé à savoir, bon, combien on lui payait et qu'est-ce qu'il faisait avec tout cet argent-là. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à Sir John Johnson, ultimement à sa famille. Ils sont nombreux qui ont habité ici, même à Saint-Mathias. Et c'est de là que, finalement, j'ai découvert un groupe qui s'intéressait au caveau funéraire de Johnson, au Mont Johnson, aujourd'hui le Mont Saint-Grégoire. Alors, je me suis associé avec ce groupe-là et on est en train, depuis plus que 10 ans, de venir à bout de reconstituer un monument, si vous voulez, de ce caveau. L'autre période qu'on parle que c'est beaucoup plus achalandé, c'est le temps des pommes. Nous, on essaie, avec la route des Cygnes, d'avoir un meilleur étalonnement un peu de la clientèle. Mais évidemment, la période, c'est les pommes. Les pommes, puis en plus, il y a ici les cabanes à sucre. Les cabanes à sucre apportent une belle clientèle printanière. Ça aide à démarrer la saison qui suit. On essaie d'avoir une clientèle de plus en plus, à tout instant, une clientèle 4 saisons. Je peux vous dire vite, si. Oui. Moi, mes ancêtres, ma mère, qui vient de Saint-Grégoire aussi, mais son père avait une érablière dans la montagne qui n'existe plus, c'était érablière Brodeur. Ici, il y avait un poulailler et il y avait aussi un petit verger. Fait qu'il a tout fini de défricher pour planter tout ça en verger. Quand le verger est devenu rentable, mais là, il a laissé l'élevage. Il a laissé des poules pondeuses qu'il y avait ici, 3000 poules pondeuses, qui faisaient un mix avec pour rendre ça rentable. C'est une clientèle qui est maintenant quasiment à l'année, parce qu'ils peuvent venir l'hiver ici à la crêperie. Ils viennent chercher leurs pommes et leurs sous-produits, les tables. Et vous avez 2 grandes saisons fortes, c'est-à-dire le temps des sucres et le temps des pommes.
pour la cabane à sucre. Même ça peut aller à 3000 là, avec les deux places. De 3000, ça va aller à 4000. Là, si vous pensez aux deux places, là, ça fait... Puis on a un réseau de balade entre les deux places. C'est des gens qui viennent de Montréal, beaucoup de Montréal, Rive-Sud, local Saint-Jean, une municipalité voisine, Saint-Jean. On en a jusqu'à des cantons de l'Est. On a des cantons de l'Est jusqu'à Sherbrooke. Mais le principal, c'est Rive-Sud qui est notre fort. Puis on a un petit peu de touristes français. On a quand même un peu de touristes français et américains. Il y a des gens qui reviennent au moins 2 fois par année. Ça, c'est grâce un peu à l'accueil, c'est grâce aussi à la variété des produits. Je sais que les premières cabanes ont été l'autre côté de la montagne. Côté sud. Côté sud, exactement. Moi, je ne l'ai jamais vu en opération. Après ça, la grosse cabane qui a marché beaucoup, c'était Guano, avant tout ce côté-ci, là, parce que mes parents y allaient. Fait que ça, j'ai entendu parler de ça. Après ça, il y a eu Brodeur. Il y a eu mon grand-père qui a ouvert après. Il était, à un moment donné, il y avait 7-8 cabanes. Ils n'ont pas toutes passé en travers parce que là, les normes d'évolution, les premières, parce que quand que j'ai eu... Moi, j'ai eu connaissance de Guano, puis il y avait un autre petit érablière aussi qu'on allait, qui est fermé, ça fait des années, là. Mais tu sais, c'est sûr que c'était plus petit, mais les planchers étaient croches, puis tout ça. Tu sais, à un moment donné, le gouvernement, ben ça, c'est dangereux, là, il faut faire des planchers. C'est ça, tu sais, le truc. C'est dur d'avoir une érablière typique, tu sais. Le monde, ils veulent tout avoir ça, là, tu sais. Ils veulent tout venir, on va avoir ça comme autrefois, mais si tu mets ça comme autrefois, oh, non, 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 non. Bien, les érablières, on faisait du sucre de pays à l'époque. On ne faisait pas le sirop comme tel, mais le sucre de pays était, ça alimentait les familles. Si on avait des érables, c'était pour faire du sucre de pays. Mais les pommes, d'ailleurs, sur une ancienne carte de l'endroit où est le caveau, on trouve un verger, orchard en anglais, et quand un des fils de Sir John Johnson, Archibald Kennedy Johnson, est devenu propriétaire des terres de son père, lui a fait un échange avec son neveu. Et dans l'échange, une partie de la rente, c'était certaines minots de pommes qui devaient lui livrer. Alors, c'était des pommes grises qu'on mentionne qui est une ancienne type de pomme de Québec. Alors, c'est évident que c'était en vigueur à ce moment-là au Mont-Saint-Grégoire. Ça, c'est dans les années 1830 à peu près.
Les inspecteurs du gouvernement, ils sont arrivés ici, je pense, dans les années peut-être 78, 80. Avant, j'avais jamais entendu parler de l'eau, des tests d'eau à tous les mois pour voir si l'eau est potable. Veux pas, là, c'est tout ça qui est parti de le côté érablière antique à un commerce quasiment commercial. C'est pas nécessairement de notre faute, là. C'est parce que probablement la rentabilité n'est plus là. Ouais. C'est un peu. Ça me fait tellement penser là, que. Parce que moi j'ai été aussi dans l'agriculture, comme je te disais avant, là, chaque famille avait 100 arpents, puis ça vivait, il y avait 14 enfants là-dessus. Ils vivaient à cette heure-là, si t'as pas 2000 arpents là, pour faire de la grande culture, là, tu ne vis pas parce que tes tracteurs coûtent trop cher, les terres sont astronomiques, là tu t'endettes pendant des années. Fait que, on dirait que tu peux plus avoir ça petit dans rien. C'est soit tout ou rien. Puis si tu as quelque chose de petit, ben c'est parce que tu le veux bien. C'est comme déficitaire, c'est comme un hobby. Tu le prennes comme un hobby de famille, là. C'est pas facile. Si tu veux faire des sous avec quelque chose, il faut quasiment que ça soit pointilleux à ce temps-là. Tu y à la fond.
ça m'intéresse plus. Là. Mais moi, j'ai su que à l'enterrement de John Johnson, ça s'est fait à Montréal, parce que c'était un Américain. Puis l'enterrement s'est fait à Basilique, à Montréal. Il y avait autant tous les chefs des communautés indiennes de toutes les régions. De toutes les régions, puis New York et compagnie, des Grands Lacs et compagnie. C'est un monsieur qui était assez pesant, assez respecté. Il est mort assez vieux. Ici, c'est une petite bataille parce que c'est un Américain. Puis même son épouse aussi, sa deuxième épouse, a traversé Albany, ici, là, à pied, là. Ouais. Les swamps, se cacher. Ah oui, je savais pas. C'est quelque chose. Non, je ne connais pas cette partie-là de l'histoire. Hein? Non. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Puis même, elle a perdu un enfant durant le voyage. Il se faisait cacher par un îlot, puis passer à travers les swamps pour pas se faire prendre. Il s'est bâti un manoir là-dessus? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'il a bâties sur les montagnes? Bien, il y avait des dépendances, évidemment, avec son manoir. C'est un homme qui avait des serviteurs, des domestiques, évidemment. Et il a aussi construit un moulin à vent, en pierre, de 6 étages. Et en 1826, au moment où il l'avait vendu, il n'était pas complété. Les meules étaient commandés de New York. Ils n'étaient pas encore arrivés, mais dans le contrat de vente, on dit « des meules viennent de New York, c'est réglé ». Sauf qu'aujourd'hui, il ne reste aucun vestige de ce moulin qui a été construit, un moulin de 6 étages quand même. En 1840, le fils de Roland, avec un ingénieur polonais qui est devenu membre du Parlement, qui a marié une fille du seigneur de Rougemont, un nommé Kurkowski, ont construit un moulin à vapeur au coin du rang de la montagne et du chemin du sous-bois.
Mont-Saint-Grégoire, en fait, quand on regarde au niveau, de la Montérégie, la situation des forêts, on parle de moins de 30% de forêt là, sur la Montérégie. Puis là, si on raffine au Haut-Richelieu, c'est très faible. On a un pourcentage de, je pense que c'est à peine un petit peu plus que 11% de forêt qui demeure sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Donc, c'est très peu. Puis les grands massifs forestiers de quelques centaines d'hectares sont très rares. Donc, on a, les gens connaissent peut-être le Grand Bois de Saint-Grégoire, mais le Mont-Saint-Grégoire aussi, là, qui fait, le massif forestier fait peut-être autour de 275 hectares. Donc, c'est effectivement une espèce d'îlot de nature dans une plaine très agricole. Alors, compte tenu de ça, il y a beaucoup de biodiversité. La biodiversité est importante, autant au niveau de la flore que de la faune. Donc, au niveau de la flore, on a des forêts qui sont considérées comme des forêts refuges, même des forêts rares. Puis, donc, érablières, plus au bas de la forêt, chênaies un peu plus haut. Puis, au niveau de la faune, bien, il y a une belle diversité, au niveau des oiseaux particulièrement, évidemment. Mais aussi au niveau de la faune, dans les plus gros mammifères, ça va être le cerf de Virginie, raton laveur, coyote, renard, etc. Il y a beaucoup de petits mammifères, et évidemment, comme je disais là, sûrement entre 200 et 300 espèces d'oiseaux qui viennent, qui sont de passage ou qui nichent ou qui fréquentent les sites. Les abeilles sont d'excellents pollinisateurs. Les abeilles sont responsables de 85-90% de la production totale des pommes. On sait que lorsque l'abeille va butiner au calice de la pomme, avec les étamines, les pesticides vont aider à croiser ces pommes-là, parce que ces pommes-là, ou ces futures pommes, parce que dans la fleur de pommier, il y a les fleurs mâles et il y a les fleurs femelles. Le travail de l'abeille, c'est d'aider à ce croisement-là. Et ça nous assure un volume de pommes, ça assure une récolte plus normale d'une année à l'autre. Moi, je loue des abeilles depuis plusieurs années au même apiculteur, que ça va bien. Moi, j'ai la chance, comme verger, d'être un peu isolé. Fait que j'ai pas de voisins qui peuvent empoisonner mes abeilles, il n'y en a pas à côté. Puis comme mon apiculteur est quelqu'un qui travaille bien, bien, on fait rentrer les abeilles dans le verger quand on veut, on les fait sortir quand on veut. Puis oui, il y a eu beaucoup de virus dans les abeilles, mais chez eux, je sais que c'est un apiculteur qui fait très attention, mais il arrive à contrôler les maladies qu'il peut avoir dans ses ruches. Fait que c'est une bonne relation
climat est difficile. En cause du gel, des gels? Il y a du gel, des gels, sécheresse, chaleur. C'est rendu les hauts et les bas de nature. Cette année, on ne s'en cache pas de dire, on est inquiète sur le gel des pommes. Ils vont partir, les racines ils vont avoir gelé, puis ils pourront plus nourrir les pommiers. Les pommiers vont sécher. Ah oui. Ça arrive souvent? C'est arrivé en 93. 93-94. C'est arrivé là, il y a eu pas mal, d'après moi, il y avait eu 15 à 20 des pommiers qui étaient décédés. Cette année, peut-être en avoir 25, peut-être en avoir 10, peut-être en avoir pas pantoute, peut-être en avoir 50. Je sais pas. Mais vous en plantez à chaque année quand même. On en plante à chaque année. C'est une grande quantité? Moi, je plante 2000 par année. Quasiment le plus bonheur possible qu'on est capable de rentrer dans les champs. C'est toujours alentour de... On aime ça alentour du 15-20 avril rentrer, là, mais des fois ça va jusqu'au mois de mai, ça dépend des saisons. Il n'y a plus apparence de gel, puis que le terrain est propice aux semences, là, puis c'est dégelé, là, puis que c'est sec. On peut procéder aux semences. Ça, c'est pour le printemps. Après ça, tout s'ensuit, là, les semences, après ça, les arrosages. Après ça, souvent, on est rendu mi-mai, fin mai, la première coupe commence. Après ça, c'est quasiment une coupe pour tous les 30-35 jours. 4 coupes dans l'année, fait que ça fait une coupe par mois. Après ça, rendu
rendu au mois de fin juillet, c'est début août, la récolte du blé.
Oui, ça, des animaux, il y en a. Il a remarqué qu'il y a une grosse quantité d'oiseaux de toute espèce. Il y a des urubus à tête rouge, là. Et il y a aussi il y a des faisans. Il y a des faisans, il y a des renards, des coyotes, il y a beaucoup de chevreuils, et marmottes, et à part des oiseaux de nuit, on les entend, on les voit pas, on les entend. C'est un beau milieu, c'est un beau milieu. Le soir au mois d'août, ce que j'aime beaucoup, là, c'est lorsqu'on entend les rainettes, là, et le couaquement, là, c'est joli. C'est tranquille. Lorsque le rythme des automobiles a diminué, là, au mois d'août, là, surtout le soir, là, c'est une symphonie. C'est beau. Déjà avant, j'étais intéressé. Mon grand-père, qui était agronome, m'amenait dans le verger souvent, puis il m'expliquait des choses qui n'ont pas nécessairement à voir directement avec la production de pommes, mais par exemple, m'expliquait les différentes formes de feuilles dépendant des variétés, de surveiller certaines maladies, puis tout ça. J'ai tout le temps eu un intérêt, sinon une passion pour la pomiculture. C'est sûr que la nature, au départ, elle nous aide, mais elle pose en même temps un certain nombre de contraintes, puis que la température, le réchauffement climatique qu'on pense observer amène des réflexions puis des changements aux façons de faire. Mais ça, des défis de contrôler certaines maladies, certains insectes, de faire avec la température, sont là puis sont toujours là. Il faut se faire des alliés. Puis c'est la même chose avec les insectes. Oui, des insectes, il y en a qui sont utiles, il y en a qui font des dommages. Faut faire avec, faut essayer de les contrôler, pas nécessairement tout éliminer. Parce que l'aspect écologique, l'environnement, ça concerne mes clients, bien sûr. Puis il y a certains clients qui viennent chercher des pommes ici parce qu'ils savent qu'on fait attention à nos pratiques, mais ça concerne aussi moi comme travailleur, ça concerne ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, puis tout ça. Pour moi, l'aspect écologique est important, mais de façon globale, il faut juste apprendre à faire les choses mieux, à s'adapter, puis à faire avec, finalement.
essaie d'offrir au maximum à notre client. Tant mieux s'il revient. Il y en a qui reviennent, il y en a qu'on les reconnaît. Écoutez, là, les saisonniers, ce sont plus des gens qui vont participer à l'accueil, selon les variétés de pommes. Des fois, nous, on commence avec une variété, mais on n'a pas pour éterniser. On a pour une courte période, des fois 3 jours, 5 jours. Là, après ça, on arrête, puis regarde, c'est une autre variété, elle va être prête juste dans 1 semaine et demie. Et aujourd'hui, je vous dirais qu'en pleine saison, le personnel n'a pas le temps de dîner.
Voyez-vous, la montagne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare les nuages. Un bord ou l'autre. Des fois, c'est nous autres qui l'est, puis ils vont l'est pas à côté. Elle est assez haute pour pouvoir séparer le nuage de grêle. C'est soit un, soit l'autre qui l'a. Le 29 mai, il y a eu un épisode de grêle où l'ensemble de ma récolte a été tout grêlé. Là. Ça arrive occasionnellement, mais cette année, il faut croire que c'était mon tour. Puis c'est assez surprenant parce qu'il y avait une ligne de grêle là, en partant d'Iberville au village à chez nous. Il y a eu beaucoup de grêle. Puis heureusement pour eux, mais les vergers entre chez moi et le village ont à peu près pas eu de grêle. Fait que tant mieux pour eux autres. Les dommages de la grêle, ça fait... c'est surtout des dommages esthétiques. Ça fait des marques souvent de couleur brun pâle. C'est rugueux. Ça n'enlève rien aux qualités nutritives de la pomme, mais par contre, au niveau esthétique, ça peut être pas joli. Même, il y a des pommes qui sont parfois complètement déformées par la grêle. Fait que c'est des pommes qu'on destine toutes à la transformation à ce moment-là. Ça, c'est alentour du 15 octobre à peu près. Là, c'est la récolte du maïs grain. Qui prend parce que souvent plus de pluie à l'automne, là, qui prend plus de temps, là, c'est sûr. Là. Il faut qu'il soit bien sec, lui, pour pouvoir le ramasser? Il faut qu'il soit à maturité, puis plus qu'il est sec, mieux c'est, parce que pour le conserver, il faut qu'il soit en bas de 15 % d'humidité. Fait que plus qu'il est humide, on est obligé de le sécher. Fait que c'est des coups de séchage. Fait qu'on essaie, c'est sûr qu'on attend, là. On essaye de tendre le plus longtemps possible parce qu'à tous les jours, à tous les gelées, la température diminue.
La famille Johnson, en effet, le 8e baronnet aujourd'hui, qui est en Angleterre, qui est un descendant de Christopher Johnson, en effet, qui aurait possiblement un droit. Ils ne sont jamais préoccupés de faire quoi que ce soit. Alors, c'est un groupe de volontaires intéressés à l'histoire, passionnés de cette histoire, en effet, qui ont pris la relève, qui ont négocié avec Sim, le propriétaire, un droit d'accès pour construire le caveau, qui met en valeur une partie de la montagne et qui mettrait en valeur aussi les activités de Sim, qui sont très intéressés à l'histoire. Il y avait un monsieur qui travaillait pour moi puis qui disait que quand il était jeune, il rentrait dans le tombeau. Bien, il y avait juste une première partie, la deuxième, il ne pouvait pas y aller. Mais la première partie, puis il y avait comme des armes. Des armes? Des armes, oui. Il m'a pas dit si c'était un fusil, peu importe, là, qui était là. Et il jouait avec ça. Et là, puis même, monsieur... en 1956, qui a détruit ça parce qu'il y avait eu le hockey, la municipalité. Il a détruit le tombeau. C'était pas nécessaire, là. D'ailleurs, on ne sait pas, il n'y a pas de contrat de construction de ce caveau-là, mais on peut penser qu'il a été construit possiblement en 1812. Cet été, quand on a creusé, il y avait des monticules. Je ne sais pas si vous avez vu avant, mais il y avait des monticules sur chaque côté et en arrière. Et quand on a creusé, le constructeur avait apporté une pelle avec des grosses dents. Alors, à chaque pelletée, il faisait enlever la terre pour finir avec des pierres. Et là, on faisait la sélection. On sortait des pierres de façade, taillées, et on sortait aussi des pierres qui étaient plats, qu'on peut utiliser pour reconstituer par-dessus. Ce qu'on a fait, on a enterré les fondations. La meilleure façon de les protéger, de les enterrer. Comme ça, ils vont rester pour toujours. Mais par-dessus, on veut imiter exactement les fondations, mais avec des pierres qu'on a sorties qui étaient dans les fondations, mais plats. J'aimerais les étaler pour essayer vraiment de reconstituer où il était, soit dans la façade, soit à l'intérieur. La carrière, je pense que l'ouverture de la première, parce qu'il y en a eu plusieurs, là, on constate qu'il y en a au moins 5 qui ont été exploitées, 5 différentes carrières sur la montagne, dont 2 plus importantes, celle qui se trouve dans le sentier de Sim, qui s'appelle la carrière, effectivement. La première, c'était 1898, le début de l'exploitation, jusqu'à peu près en 1960. Mais je dirais que les âges d'or étaient peut-être 1920, 1940, là, où ça a été très, très actif. Donc, c'était une pierre, bon, les gens appelaient ça du granit, là. Au niveau commercial, c'était qualifié de granit, mais au niveau géologique, c'est pas du granit, au contraire, parce qu'il n'y a pas de quartz dans la pierre, donc ce n'est pas du granit. Mais c'est une pierre qui est très, très dure, puis on considérait, là, il y avait 2 types de pierres qui étaient exploitées ici, puis c'était parmi les plus belles pierres là, de l'époque, c'était réputé. C'est une pierre qui était très foncée, noire, pratiquement noire. Donc, on a répertorié quelques bâtiments là, qui ont été construits là, à partir de pierres qui venaient de la montagne. Entre autres, l'église de Marieville, l'ancien édifice de la presse à Montréal aussi. Évidemment, des monuments funéraires, etc., qui ont été faits à partir de la pierre de Saint-Grégoire. Quand le Titanic, il y a eu des morts des gens du Titanic, ils ont créé un cimetière à Halifax. Et dans ce cimetière-là, toutes les pierres tombales sont du granit noir. Et on dit que ça vient de la carrière du mont Johnson.
tout au long de la saison, au printemps, puis surtout à l'automne, quand il est plus souvent. Là, ça abaisse la nappe phréatique dans les champs. On pose un drain à environ 3 pieds de profond. Nous autres, on décide de l'accartement. On roule à peu près entre les 25 et 30 pieds là, qu'on pose un drain dans le sol. C'est un tuyau perforé de 4 pouces pour aider à assécher les sols plus rapidement. C'est pas mal une grosse entreprise, faire ça, franchement. C'est pas compliqué, là. C'est plus la facture qui est plus dure à payer souvent, là, parce que t'appelles c'est des compagnies spécialisées qui font ça. C'est compliqué la relation avec les citoyens, je trouve, à comparer avant. Ah oui? Parce qu'avant, il y avait beaucoup de monde qui était élevé sur les terres, qui connaissait le grand-père qui allait chez la grand-mère, chez le grand-père qui avait une ferme, puis tout. Fait qu'il y avait un contact avec l'agriculture. Mais aujourd'hui, le monde n'a plus de contact avec l'agriculture. Fait que la seule affaire qu'ils voient, c'est que quand on est dans le chemin, on est dans les jambes. OK. On les retarde. Fait qu'on passe notre temps à se faire klaxonner, puis à se faire montrer du doigt, là, tout le temps, là, parce qu'on est gros. Les tracteurs, les machines sont de plus en plus gros, on prend de plus en plus de place, puis on est lent dans la rue, fait que là, on les retarde. Ouais. Fait que là, c'est incroyable, là. Comment est-ce qu'on peut se faire klaxonner puis se faire envoyer chez le bonhomme dans une journée? Ben, c'est le trafic, puis les plaintes des citoyens parce qu'on fait du bruit, parce qu'on fait de la poussière. Au printemps, là, avec les machines dans les champs, oui, on fait de la poussière. Puis j'en connais que quand les champs sont trop proches des villages puis, ou des résidences, bien, ils font venir la police parce que, justement, on fait de la poussière. Mais on peut pas travailler dans le champ sans faire de la poussière parce que c'est pas bon d'y aller. Fait que c'est sûr que quand on travaille dans le champ, on fait de la poussière. Mais là, si tu achètes une maison en campagne ou proche d'un champ, il faut que tu vives avec, là. Le monde, ils veulent aussi qu'on produise plus biologique ou plus. C'est sûr qu'on utilise, on appelle ça des engrais de ferme, si on veut, là. On utilise plus de ça, mais on utilise moins d'engrais chimiques. Ça, c'est sûr. Puis il faut le passer en quelque part. Clairement, le plus gros défi est économique. C'est d'être capable de gagner notre vie avec.
Puis, ben, il ne faut pas se cacher, au fil des années, dans la pomiculture, c'est comme l'ensemble de l'économie occidentale, finalement, c'est exactement ça. Depuis l'ère Reagan aux États-Unis, la chute de l'URSS, c'est une concentration des acheteurs. Alors, on a moins d'acheteurs. Fait qu'ayant moins d'acheteurs, ben, eux autres mettent plus de pression sur le prix. Et ça demande plus de productivité, plus de qualité. C'est le principal enjeu qui nous confronte. La concentration des acheteurs, là, ça nous aide pas. Tellement de choses qu'on laisse aller, on laisse pour compte. On pense que... Mais c'est peut-être pas important au moment où on le vit, mais dans 20 ans, 30 ans, ça va être important. Dire comment est-ce qu'on vivait le quotidien, comment est-ce que c'était alentour de nous. Et ça, ben, les gens, il faut qu'ils aillent voir un peu c'est quoi nos racines. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu t'en vas. Encore, je veux pas philosopher.